Pour comprendre la galère que certains d'entre nous vivent avec les services après-vente, je me suis mise dans la peau d'une consommatrice en détresse. J'ai volontairement débranché ma box Internet et télé, qui me coûte 18 € par mois, et appelé à l'aide le service client de mon opérateur. Et bienvenue au service client. Il y a d'abord un long parcours sur le répondeur vocal. Merci de composer votre numéro de ligne ou votre numéro de mobile de contact. Pour obtenir une assistance technique sur votre... Tapez 1 pour toute demande concernant votre offre box, tapez 2. Et l'incontournable musique d'attente. Puis une fois qu'on a réussi à avoir quelqu'un, c'est encore un long parcours pour trouver une solution à notre problème. Petit boîtier fibre, c'est un petit boîtier qui est installé ou bien fixé sur le là. Ah, d'accord, j'ai trouvé celui dont vous parlez. J'ai le Power, j'ai le PON. Après avoir suivi, comme un apprenti, de multiples instructions. C'est un peu compliqué, hein? C'est enfin la délivrance. Et la télé remarche. 14 minutes au total. Nous nous agaçons souvent du temps passé avec les services clients. Mais il y a aussi la capacité de certains à vouloir systématiquement faire gonfler la facture. Exemple avec cette panne très simple de ma machine à laver, que je provoque moi-même en dévissant le filtre de vidange. J'appelle le SAV du fabricant. Oui, bonjour monsieur. Non seulement l'opérateur considère qu'il faut absolument nous envoyer quelqu'un, Ça nécessite une intervention d'un technicien parce que ça peut être ou que le soin est défectueux ou que parfois une charnière ou un problème de la porte elle-même. mais en plus il me propose un forfait sur 1 an pour couvrir tout problème futur et étendre la garantie. Le forfait, madame, se fait par 12 prélèvements mensuels de 16,49 € par mois, c'est-à-dire une totale pour toute l'année de 197,88 €. D'accord. Le service après-vente, c'est souvent le sujet qui fâche entre nous et les marques. Que ce soit pour l'électroménager, nos forfaits mobiles ou Internet, nos billets de train, d'avion, nous passons beaucoup de temps avec eux. En moyenne, rendez-vous compte, pas moins de 2h25 par an au téléphone et une dizaine de mails échangés. Si beaucoup de services clients fonctionnent bien, certains nous rendent fous, comme on peut le lire sur les réseaux sociaux. Des heures perdues au téléphone. Impossible de vous joindre. C'est possible de répondre aux messages privés? Tellement marre des services après-vente qui se foutent de toi. Alors nous avons enquêté sur les coulisses des services après-vente. Non, bien sûr, je vous comprends parfaitement. Nous nous sommes demandé comment fonctionnent ces services après-vente et pourquoi certains consommateurs n'en sont pas toujours satisfaits. J'avais l'impression de me heurter à un mur total. Services après-vente, enquête sur l'envers du décor. Bien sûr, faire le nécessaire pour pouvoir vous envoyer un technicien, bien sûr. Pour comprendre comment fonctionne un service après-vente, nous nous sommes adressés à l'un des spécialistes français, la compagnie du SAV. Cette société spécialisée sur l'électroménager travaille pour une quarantaine de grandes enseignes, de grandes chaînes de magasins, des fabricants ou e-commerçants. Pour ces marques, ce sous-traitant peut tout gérer, les appels clients mais aussi l'envoi des techniciens et la réparation des machines. Dans les bureaux, voici le PDG. D'accord. Et puis tu me la repasses directement. Ok? Merci. Laurent Falconieri doit résoudre au quotidien une équation compliquée. Les marques lui donnent en moyenne 100 € pour chaque demande de client traité, que ce soit un simple appel ou que ça aille jusqu'à l'intervention d'un technicien et la réparation d'un produit. Un budget restreint, car tout cela coûte cher. Le service après-vente coûte cher parce que un service, principalement, c'est l'humain. Autour d'un service, il y a de l'humain. Donc, comme la chaîne, finalement, d'intervention humaine est très importante, un service après-vente est avant tout un centre de coût. Le profit vient du commerce, le coût vient du service. Alors, il rationalise tout. Pour les appels qui nécessitent le plus de compétences techniques, il a 7 opérateurs téléphoniques en France, payés en moyenne 1 600 €. Mais pour la grande masse des appels, il fait des économies en les gérant loin de chez nous, dans un pays où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. C'est gentil, au revoir. Ça se passe de l'autre côté de la Méditerranée, au Maroc, à Casablanca. Ici, le salaire minimum est à 230 €. Et depuis longtemps,
Le pays est spécialisé dans la relation client. Cela représenterait 70 000 emplois. Laurent Falconieri fait ici traiter 60 000 appels clients par mois. Dans cette société, toute cette équipe de téléconseillers travaille pour lui, 5 jours sur 7, 44 heures par semaine. C'est par rapport à lave-linge, vous l'avez acheté le 20 décembre 2016. Et parmi eux, il y a Loubna, 31 ans, payée 770 € net. On vous a déjà communiqué un numéro de dossier, madame, ou pas encore? Quand vous appelez votre service après-vente, vous pensez peut-être avoir une conversation spontanée avec votre interlocuteur. Il n'en est rien. Tout est écrit à l'avance. Loubna a devant elle ce script qu'elle doit respecter à la lettre. Après la prise d'appel, il y a la phrase d'accueil, très précisément formulée. Compagnie du SAV Sarah, bonjour. Au passage, vous aurez remarqué que Loubna a francisé son prénom pour s'appeler Sarah. Elle entre ensuite dans la phase d'écoute active, où elle doit laisser le temps au client de parler de la raison de son appel. Un client qu'elle doit rassurer, en concluant par un « c'est noté ». Démonstration. Je mets mon lave-linge, quelquefois il s'arrête au niveau de avant l'essorage. Donc quand j'ouvre le hublot, je vois que mon linge peut essorer. Donc du coup, je suis obligée de relancer un programme, le programme essorage. D'accord, c'est noté. Le fait de préciser au client c'est noté, ça veut dire qu'on était dans l'écoute. Ça veut dire qu'on a pris ces informations. Et le fait de dire monsieur ou madame en donnant le nom, on personnalise en même temps l'échange avec le client. Et à ce moment-là, c'est une étape clé parce que ça crée une intimité, une relation entre l'opérateur et le consommateur. Pour tout le reste de la conversation, elle va continuer de suivre ce canevas et déclencher pour cette cliente l'intervention d'un technicien 48 heures plus tard. Merci beaucoup d'avoir rappelé, madame. Et je vous souhaite une excellente journée à vous. Vous aussi, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir, madame. Merci. Au revoir. Les téléopérateurs ont donc très peu de marge de manœuvre. Et cela pour une raison simple. Ils doivent aller vite. Le temps, c'est de l'argent. Chaque conversation doit durer au maximum 5 minutes. Et la responsable du plateau veille au grain devant cet écran de contrôle. Ici, nous avons la liste des conseillers avec la durée du login, en fait, le temps connecté, le statut, ça veut dire il est en pause ou bien en communication, et la durée moyenne de traitement. Et l'un des téléopérateurs est justement à ce moment-là à la traîne. Normalement, l'objectif est de 5 minutes et là, il est à 10 minutes. Ça veut dire peut-être qu'il s'agit d'un appel difficile ou bien il n'a pas su en fait résoudre le problème du client. Dans ce cas-là, pas question de laisser traîner. Une responsable vient se poster là où il y a un problème. Une manière de mettre la pression. Donc ils vont remonter l'information à Aya et c'est Aya qui vont vous contacter directement sur votre téléphone, qui est le 06. Ils ont de toute façon intérêt à aller vite, car cela détermine une partie de leur salaire. Ils touchent 500 € en fixe par mois et jusqu'à 800 € s'ils sont performants. Le meilleur employé du moment est mis en valeur sur ce tableau, après avoir réussi à traiter un appel en 3 minutes 02. Ils doivent aller vite. Et pour réduire les coûts, ils doivent aussi éviter au maximum le déplacement d'un technicien à votre domicile. Bonjour à tous. En résolvant par téléphone votre problème. Vous êtes déjà bien installés? Alors régulièrement, Loubna et ses collègues sont formés par ce technicien qui vient de France. Je vous ai imprimé un book complet. Et aujourd'hui, ils vont avoir droit à un cours magistral sur la machine à laver le linge et ses diverses pannes. Quelle est la condition importante pour que le lave-linge puisse essorer? Il y a une condition. Il faut avoir fait effectivement le cycle du lavage. Et à la fin d'un lavage, qu'est-ce qui va se passer avant de... Au rinçage. Oui, rinçage. Donc au moment de l'essorage, il n'essore pas. Du coup, ça pourrait être un défaut de... Un défaut donc de vidange. S'il reste de l'eau, effectivement, à l'intérieur de la machine, bah, ça peut être effectivement une cause qui fait que le produit n'essorera pas. Cours théorique, mais aussi exercice pratique. Donc je vous invite à vous déplacer et on va se mettre autour de la machine là, qui est au fond de la salle. Et on va voir effectivement en réel comment accéder au filtre de la pompe de vidange. Ces jeunes gens qui n'ont rien à voir avec l'électroménager, Loubna par exemple a un bac plus 4 en finance, vont découvrir la panne numéro 1 des machines à laver, le filtre de vidange encrassé qui empêche l'essorage. Ouais. Voilà, donc
Donc j'avais préparé une serpillière qui est restée de l'autre côté, mais voilà, il faut... Voilà. Il y a toujours de l'eau qui va sortir. Ils vont apprendre à enlever et remettre le filtre pour pouvoir ensuite guider les consommateurs au bout du fil. C'est, je dirais, 25%, 20 à 25% des clients qui oublient ou qui ne savent pas qu'il y a un filtre qu'il faut nettoyer régulièrement par rapport à leur machine à laver. Guider au maximum les clients au téléphone pour éviter des déplacements de techniciens inutiles. Traiter un appel en moins de 5 minutes pour pouvoir répondre au plus grand nombre de consommateurs. Allez, on se lance sur le comité de pilotage, sur le mois de juillet au niveau des indicateurs clés. Voilà ce que surveille de près Laurent Falconieri. Il arrive ainsi à limiter la dépense. Et selon un sondage réalisé par sa société, 85% des consommateurs qui passent par ses services sont satisfaits. Ça, c'est absolument génial. Mais malheureusement, pour d'autres services après-vente, cette proportion est moins importante. La magnifique côte basque à Anglet. C'est ici que Catherine Chantreau, qui travaille dans la pub, s'est aménagé son petit coin de paradis. Cette maison, c'est quoi pour vous? C'est un peu un rêve parce que je pensais jamais pouvoir avoir une maison avec vue sur mer comme ça. Puis en fait, j'ai découvert cette petite maison qui était minuscule. Et je suis montée dans les combles, il y avait un Velux tout vieux, je l'ai ouvert. J'ai vu la vue, j'ai dit « Ah, mais c'est magnifique !» Et voilà. En 2017, cette Parisienne a entièrement fait rénover les lieux. Et pour équiper sa cuisine, elle s'est tout procuré en ligne. J'ai acheté la hotte, le four, tout ça, ça fait partie d'achats que j'ai fait par Internet, ainsi que le réfrigérateur. Ce réfrigérateur, elle l'a payé 980 € livraison comprise, chez une grande enseigne française de commerce en ligne. Un bon prix pour ce modèle très haut de gamme, mais rapidement elle déchante. Et lorsque le réfrigérateur est arrivé, il a fonctionné 5-6 jours. Et très vite, la température du réfrigérateur est montée à 8, 10, 15 degrés. Donc, ne fonctionnait plus. Elle aurait alors contacté le site marchand, qui la renvoie directement vers le fabricant du réfrigérateur. Après plusieurs passages de techniciens, sans frais car il est sous garantie, le verdict est sans appel, l'appareil est irréparable. Donc il m'a dit, vous inquiétez pas madame, ils étaient charmants les réparateurs, on va faire ce qu'on appelle un certificat de non-réparabilité qu'on transmet à et ça déclenche un geste commercial, soit le remplacement de l'appareil, soit le remboursement de l'appareil. Donc, et à partir de là, ça a été l'enfer. Un enfer, car bien que le certificat de non-réparabilité ait été envoyé plusieurs fois au e-commerçant selon elle, l'enseigne lui aurait affirmé ne l'avoir jamais reçu et refuse donc de régler le problème. Après avoir reçu le mail m'indiquant le numéro de non-réparabilité qui avait été transmis au mois d'août, j'ai reçu ce mail le 20 septembre, donc largement après, quasiment plus un mois et demi après, me disant que après vérification, la marque nous confirme qu'il n'y a pas de solution commerciale validée pour votre demande. D'après Catherine, l'enseigne aurait continué à faire la sourde oreille, malgré ses nombreux appels. J'y passais environ 1 heure à 1 heure et demie par jour au téléphone. Et j'avais l'impression de me heurter à un mur total. C'est-à-dire que quels que soient les interlocuteurs que j'avais chez moi, ils étaient sur un disque. C'est-à-dire que quels que soient les arguments que je pouvais leur donner avec le numéro du certificat, le mail de disant qu'il avait été validé le 4 août, ils répétaient la même chose. Nous n'avons pas reçu le document. J'ai dit, mais écoutez-moi, il n'y avait rien à faire. Elle a dû batailler pendant 3 mois. Et au bout de plusieurs mises en demeure, qui lui ont coûté plus de 100 €, elle a fini par être remboursée par l'enseigne. Elle a racheté le même frigo, un peu plus cher dans un magasin. Alors son cas est-il isolé, comme nous l'a affirmé l'enseigne? Sur les réseaux sociaux, on trouve facilement des témoignages qui se plaignent de ce même e-commerçant. Comme ce monsieur, dont la table de cuisson serait en panne. Appareil défectueux, j'espère que le traitement de ce dossier sur 4 mois va se terminer dans les meilleurs délais.
Des clients en colère ont même créé des pages Facebook. Il y a les anti et les mécontents de l'enseigne, près de 700 abonnés pour chaque page. Sur le forum de l'association 60 millions de consommateurs, dans la catégorie commerce et vente en ligne, la marque fait partie de celles qui enregistrent le plus de reproches, avec près de 1000 sujets de discussion. Alors pour en savoir un peu plus, nous sommes allés voir un spécialiste de la résolution de conflits entre marques et consommateurs. On m'a envoyé un message comme de quoi le cash il est au point relais. D'accord. Et du coup, rien. Et après, c'est écrit toujours votre colis à disposition alors qu'il n'est pas là. Il n'est pas là, quoi. D'accord. Au téléphone et via son site internet, litige.fr vous propose d'envoyer à votre place des mises en demeure ou même d'aller jusque devant la justice pour obtenir gain de cause. 250 000 dossiers sont traités par an. Régulièrement, Yoni Ohana, le patron, demande à ses équipes de faire un point sur les marques les plus mises en cause. Ok. Près de la moitié des recours concernent des retards de livraison et commandes non livrées. Ouais. Et le site de e-commerce décrié sur Internet est l'une des enseignes qui retient le plus leur attention. C'est l'un des opérateurs économiques les plus attaqués par nos utilisateurs. Et donc, on suit de très près l'évolution de ces chiffres. Ces chiffres, les voici. De janvier 2017 à juillet 2018, il a comptabilisé 947 recours juridiques contre l'enseigne, qui se sont traduits en grande majorité par l'envoi de lettres de mise en cause ou de mise en demeure, avec à peu près toujours le même type de problème. Il s'agit en numéro 1 des commandes non livrées ou en retard, en numéro 2 les produits livrés défectueux ou non conformes à la commande initiale, et enfin en numéro 3 des demandes de remboursement qui ne sont pas prises en compte, notamment pour des ventes annulées. Dans la catégorie du commerce, c'est la marque pour laquelle ils reçoivent le plus de réclamations. Qu'en est-il du célèbre numéro 1 mondial du e-commerce, qui a une part de marché 2 fois plus importante chez nous? Sur la seule année 2017, le e-commerçant américain fait l'objet de 6 fois moins de litiges. Alors comment expliquer qu'il y ait autant de problèmes avec le commerçant français? Est-ce que c'est une politique volontaire? Je pense qu'il faudrait poser la question directement. Toutefois, on peut légitimement s'interroger sur les priorités de l'enseigne. Quels sont les moyens mis en œuvre aujourd'hui pour lutter contre la multiplication de ces recours juridiques déposés sur litige.fr, d'autant plus qu'il s'agit toujours des mêmes affaires. Nous avons posé la question à l'enseigne, à qui nous avions aussi fait une demande de tournage, mais resté sans réponse. Par mail, nous leur avons présenté les chiffres de Yoni Ohana. Elle nous répond que les clients sont au cœur de leurs priorités et que les investissements liés au service après-vente sont croissants, avec 20% de recrutement en plus cette année. Oui, bonjour monsieur Fora Roseman. Nous avons enregistré l'une des conversations avec un attaché de presse de la marque. Au téléphone, il se dit de nouveau étonné par les chiffres de Yoni Ohana et insiste sur le faible nombre de recours juridiques qui ont dû aller jusqu'au tribunal. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'on tombe à 21 vrais recours juridiques en 18 mois. Et voilà, sur les 9 millions de clients, ça nous semble quand même assez peu. Des centaines d'autres clients ont dû batailler à coups de lettres de mise en demeure pour obtenir satisfaction. Alors y a-t-il un moyen simple et efficace pour le consommateur de se faire entendre d'un service client ? Ce jeune homme pense avoir trouvé la solution pour muscler son pouvoir de conviction quand il s'adresse aux marques. Othman Badissi fait beaucoup de sport, course à pied, mais aussi musculation, et le fait savoir sur les réseaux sociaux, où il est très populaire. J'ai 15 000 followers actuellement sur mon compte Twitter. Cette popularité, il s'en sert notamment pour faire entendre sa voix de consommateur. En juillet, il commande ce modèle de télé. Mais à la première utilisation, elle ne fonctionne pas. Alors il dégaine immédiatement un tweet. Je rentre chez moi le soir, j'allume la télé, et là, c'est le drame. J'ai eu une réponse assez sympa de qui me disait qu'ils étaient navrés pour mon problème et qu'il fallait pas que j'hésite à contacter l'assistance technique pour discuter de ça. Résultat, une télé changeait rapidement. Une réactivité de la marque qui s'explique par l'influence d'Othman sur les réseaux sociaux. Une marque sur Twitter, elle cherche à défendre son image, et si elle voit en fait qu'il y a beaucoup de personnes
qui potentiellement vont voir le tweet, et donc des clients potentiels ou des clients actuels, elle va se dire attention, il faut que je réagisse vite et que je prenne en charge cette demande. Et au moindre problème, il agit de la même manière, que ce soit avec Bouygues, La Poste ou même les pages jaunes. Face à ces nouveaux réflexes des consommateurs, les marques ont dû s'organiser. Chez Orange, les tweets de clients mécontents arrivent directement ici. Bienvenue dans le service après-vente 2.0. Ici, pas de téléopérateurs, mais des web conseillers, rivés à leurs écrans 7 heures par jour. En une journée de travail, ils répondent à une centaine de messages. Et ils doivent garder leur nerf, car les consommateurs ont tendance à se lâcher. Parce que c'est vraiment une blague, là, et de l'incompétence. Mort de rire. Là, ça va encore, parce qu'il y a des clients, ils vont nous insulter. C'est plus facile derrière un écran. Ceux-là, on va même pas leur apporter de réponse. Comme au centre d'appel de Casablanca, les managers gardent un œil sur le rythme de traitement des messages. Marie-Hélène Albertini veille à ce que ça aille vite. Elle est la responsable du service client digital du groupe. On n'est pas sur une activité comme sur le téléphone où il y a une attente et un décroché. Là, les clients, ils posent leurs questions et ils attendent qu'on leur réponde. Et notamment sur Twitter, ils sont très impatients. Donc on essaye de donner signe de vie rapidement, alors idéalement en moins d'un quart d'heure. Moins d'un quart d'heure, l'objectif est ambitieux. Alors la promesse est-elle tenue? Peu de temps avant notre tournage, nous avons envoyé un tweet au service client de la marque pour un problème de consommation hors forfait. 28 minutes plus tard, nous avions une première réponse. C'est le maximum, c'est-à-dire qu'effectivement, nous on aime vraiment que ça descende en dessous. 15 minutes, voilà. Donc après, tout dépend du moment de la journée, tout dépend de la période. Quand on a beaucoup de questions, on est forcément moins réactif. On répond effectivement en 30 minutes, ce qui est honnêtement plutôt pas mal. Plutôt pas mal, mais un peu moins bien pour la suite de la conversation en ligne. Mais j'ai du coup répondu quand même en message privé. Oui. Là par contre, j'ai pas de réponse. Ah. Mais effectivement, la dernière réponse date de 14h. Là, il aurait dû répondre beaucoup plus vite, ouais. L'an dernier, ils ont ainsi répondu à 1,5 million de messages. Plus largement, 10% des réclamations des consommateurs envers les marques se feraient ainsi, via les réseaux sociaux.